Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est donc à vos wishlist, mes recommandations et la dernière vidéo avant la pause estivale et l'année 2020. Voilà. Alors on a fait 2018-2019. Écoutez, visiblement il y en a certains qui vous ont bien attiré. Alors je vais essayer de vous faire partager. Alors je rappelle, hein, c'est de mes favoris de l'année 2020, c'est vraiment les favoris de mes favoris. En gros, hein, voilà. C'est ceux qui me laissent encore une des plus grosses empreintes et pour lesquelles je serais capable de vous raconter tout presque en détail et que j'ai encore des morceaux de passages encore dans la tête, etc. et des émotions que ça peut me donner. Et en parlant, je sais que les émotions vont remonter. Donc c'est assez étrange. Alors, le premier qui m'est venu tout de suite, et je vous dis, ça, dès qu'il arrive, je me suis dit, je me dis, 2020, t'as lu quoi? Qu'est-ce qui t'est resté? Et c'est le premier qui est arrivé, c'est À crier dans les ruines d'Alexandra Kozelik. Je l'avais reçu en service de presse juste avant sa sortie. C'est un livre qui m'a littéralement, et je le dis, arraché le cœur. Je ne peux pas dire mieux, il m'a arraché le cœur. Depuis sa sortie, je ne peux que dire à tout le monde, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Je fais chier tout le monde. Je sais, il y en a plein qui l'ont lu, surtout quand il est sorti en poche, il y en a plein qui l'ont redécouvert et tant mieux. En fait, à partir d'un fait historique et dramatique, hein, puisque c'est l'explosion de la centrale de Tchernobyl en avril 1986, que j'ai vécu en direct. Je me souviens exactement où j'étais. J'étais dans le jardin en Dordogne avec ma grand-mère, on était en train de préparer les semis, de planter des trucs pour récolter. Et en fait, on avait mis ce qu'on faisait très souvent, soit on mettait la platine et on écoutait de la musique classique, soit on mettait la radio. Et là, on avait la radio. Et en fait, il y a eu un flash radio en disant que l'agence de centrale nucléaire, machin, là, rapportait qu'il y avait une explosion dans une centrale nucléaire soviétique, puisque c'était encore l'Union soviétique, donc dans la province de Tchernobyl, en Ukraine, et que, en gros, on ne savait pas ce qui se passait, mais que visiblement c'était grave, mais que, évidemment, les autorités soviétiques disaient « Oh, t'inquiète, pas de soucis, tout est sous contrôle. » Oui, bien sûr. Et qu'il n'y avait pas de danger particulier, voilà. Donc nous, on a entendu ça, puis 2-3 jours après, on a entendu qu'il y avait un nuage qui venait, mais qui s'était arrêté à la frontière, en gros, oui, bien sûr. Et puis moi, je suis la Vierge Marie, mais bon, à l'époque, hein, voilà. Et à partir de ce fait-là, Alexandra Kozelik, en fait, nous entraîne dans les pas de Lena, qui est la fille d'un des ingénieurs de Tchernobyl, qui va nous raconter sa vie avant et sa vie après. Et surtout sa rencontre et sa relation avec Ivan, qui est véritablement son double, son miroir en fait, son tout, parce que Ivan et Lena, depuis tout petit, s'aiment. Alors au début comme s'aiment des enfants, et en grandissant à la folie exclusivement, enfin véritablement c'est devenu les deux faces d'une même pièce, et cette espèce de double face, on va dire, est vraiment étanche. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment soudés l'un à l'autre et ils ne peuvent même pas... D'ailleurs, ils imaginent que leur vie tous les deux. Et en fait, malgré le fait qu'ils viennent de deux univers différents, parce qu'elle est le fils d'ingénieur, lui, son père est un paysan lambda de l'Union soviétique, donc vous imaginez bien un gueux, en gros, ou un journalier. Et en fait, ce jour-là, son père voit la catastrophe et récupère sa famille et s'en va. C'est-à-dire qu'il récupère sa femme, sa fille et sa mère, donc la grand-mère de Lena, et ils partent à l'ouest. Et ils filent à l'ouest, ils filent. Et en fait, ils se retrouvent en France à un moment donné.
Et Léna, elle est autant déracinée que ses parents, que sa grand-mère, d'ailleurs grand-mère qui a beaucoup de mal à comprendre. Et Léna va grandir sans savoir ce qui est arrivé à Ivan, va comprendre ce qui s'est passé pour la catastrophe, mais elle le plus de À crier dans les ruines qui m'a arraché le cœur, c'est que c'est par petites touches. C'est-à-dire que Alexandra Kozelik, par petites touches, par un mot, par un frôlement, par une odeur, par un compteur entre guillemets de temps ou autre imposé, on touche du doigt la catastrophe qui s'est passée, autant au point de vue écologique, au point de vue personnel des gens, au point de vue du fait qu'il y ait des gens qui soient morts ce jour-là, mais qui aussi ont été grièvement blessés et sont morts dans des atroces souffrances, hein, ceux qui sont allés, on a obligé à aller éteindre l'incendie sans protection, sans rien, ont été, outre le fait de brûler, mais après ont été dévorés de l'intérieur sur des jours et des semaines, et il y a des gens qui ont traîné des années, que tout l'endroit est encore hautement radioactif, et quand je pense qu'il y a des gens qui font des guides touristiques qui vont sur le truc avec des compteurs Gégère là pour aller visiter ça et faire des photos, non mais les mecs, vous avez rien dans le cerveau quoi, à un moment donné c'est pas possible d'aller se repaître du malheur des gens et d'une catastrophe de cette ampleur là quoi. Mais ce roman là c'est l'amputation d'une vie, l'amputation d'une partie d'une vie de soi-même, puisque Léna en fait est privée de son double et de cet amour là, et en fait quand elle va revenir sur ses pas un jour, parce qu'elle peut le faire, entre temps parce que le mur est tombé, parce que l'URSS est tombé, etc. Littéralement moi ça m'a arraché le cœur, mais vraiment. Voilà, je peux même rien dire de plus, parce qu'il faut quand même le lire sur À crier dans les ruines, mais le titre, ça dit quoi. Voilà, mais vraiment. Et pour un premier roman, c'était vraiment un coup de maître exceptionnel. Moi, je les ai tous lus hein, depuis les Alexandra Kozelik, mais franchement, voilà, c'est le premier qui m'est revenu à la tête, parce que vraiment, qu'est-ce que j'ai pleuré. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré à la fin, mais j'étais à sanglots. C'est bien que ma mère, qui était avec moi à l'époque, qui vivait avec moi à l'époque, est venue, parce que je lisais sur le balcon, et elle m'a entendu hoqueter. Donc elle est venue en me disant mais qu'est-ce qui se passe, t'es malade? Et j'arrêtais pas de pleurer, elle me dit mais enfin qu'est-ce qui se passe? Et elle s'est affolée évidemment. Je lui dis non, livre, ah, bobo. Et elle me dit oh là là mais c'est pas vrai, etc. Et je lui dis mais lis-le, ah non. Et puis quelques semaines après elle l'a lu, et quand je suis arrivée un soir elle pleurait. Et je lui dis alors, qui c'est qu'elle avait raison? Voilà. Mais vraiment, ça m'a arraché le cœur. Voilà. Mais c'est terrible. Deuxième qui m'est venu tout de suite aussi, c'est, oui, oh, je sais, vous allez vous dire encore, Choplin? Bah oui. L'impasse d'Antoine Choplin, qui m'a littéralement arraché le cœur bis. Ah bah si quand même. Voilà. Alors, on est en fait dans une ville qui est détruite par la guerre. On imagine bien que ça se passe à l'est, voilà, entre les Russes et d'autres personnes, mais il n'y a pas d'indication fixe. Et il y a des militaires qui continuent en fait à traquer un ennemi, qui ne savent ils ne comprennent pas à qui il ressemble, mais à un ennemi. Et 4 d'entre eux vont être désignés pour nettoyer une impasse, c'est-à-dire que de faire maison par maison, appartement par appartement, petit bout par petit bout, et nettoyer tout le monde. Enfin, nettoyer, vous avez bien compris, tuer tout le monde. Et parmi eux, il y a un Oleg, qui est un grand géant, qui était lanceur de poids universitaire. Et on le suit alors qu'il progresse dans cette impasse en commettant les pires exactions. Ça va de la mutilation au viol, de viol au meurtre, à la torture, enfin tout ce que vous voulez, tout ça sous les ordres aboyés par un capitaine qui s'appelle Kalinsky. Et en fait, au bout de l'impasse, donc il y a Timor,
et sa famille qui sont réfugiés dans les ruines d'un appartement et qui voient arriver, qui entendent arriver au début ces soldats et qui refusent de fuir. Et en fait, Antoine Chopin fait monter crescendo l'angoisse, l'horreur, montre la barbarie, la violence, en fait les guerres sales, le côté sale d'une guerre, où émergent de temps en temps des fragments d'humanité, un peu comme un bleuet ou un coquelicot qui émerge d'un champ de bataille. Et à chaque fois, Chopin, parce que c'est vraiment, il est très court le roman, à chaque fois avec peu de mots, il vous transmet les pires émotions fortes, une réflexion brutale sur le monde, sur l'histoire, sur l'être humain en tant que tel. Parce qu'en fait, Timur et Oleg vont se croiser sur les ruines, entre guillemets, d'un stade de l'université de cette ville-là. Et pourtant, ils ne sont pas dans le même camp. Il y en a un qui se fait traquer, l'autre qui traque. Mais il y a une espèce de statu quo. Et honnêtement, les quelques phrases de la fin m'ont absolument serré le cœur et m'ont arraché le cœur. Parce qu'en fait, quand l'humain ne cède pas à la barbarie et place la loyauté et l'amitié au-dessus de la mêlée, on va dire, c'est qu'il y a un espoir quelque part. Voilà. Mais vraiment, l'impasse, mais ce roman, mais punaise des bois, mais qu'est-ce que j'avais vous savez l'expression le cœur au bord des lèvres, bah c'était ça. Voilà, vraiment, je lui ai arraché le cœur, me serrer le cœur comme ça, puis j'avais vraiment le cœur qui battait à une vitesse épouvantable, alors que c'est un roman hyper court et que lui, les quelques phrases de fin, ça a coupé le souffle. Voilà, donc ça s'appelle L'impasse d'Antoine Chopin, je sais, Chopin encore, mais écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Autre livre qui m'est revenu tout de suite, et je pense que c'est son meilleur, perso, hein. Pour l'instant c'est son meilleur, ça s'appelle Ce lien entre nous de David Joy. Vous savez que j'aime beaucoup David Joy, c'est un écrivain américain, contemporain, qui vient de Caroline du Nord, qui vit au pied des Appalaches, hein, il vit encore dans sa contrée, etc., et qui est il dissèque l'âme des États-Unis, de ce sud profond dont on parle souvent, qui dissèque aussi sa contrée, les travers de la société américaine, qui n'hésite pas à appuyer où ça fait mal, à dénoncer où ça peut faire mal aussi, qui a une vision de l'Amérique qui est à lui, hein, qui est propre, mais qui, à travers ses histoires, envoie du bois quand même. Et là, c'est ce lien entre nous, je pense que c'est son meilleur. En fait, on est avec Darl qui va tuer un homme et qui n'est autre que le frère cadet du caïd du coin. Pas bon. Et en fait, il le percute, enfin il le tue, il va à la chasse, il tire, il pense que c'est un sanglier et en fait, non, c'est ce type-là. Et paniqué, il appelle son meilleur pote, Calvin, et il décide d'enterrer ce type-là, parce que personne ne savait où il était passé, enfin personne ne savait qu'il était parti à la chasse, sur le terrain familial de Calvin. Le problème, c'est que le frère de ce type, donc Wayne, qui est donc le caïd du coin, décide en fait de savoir où est son frère. Et il va remonter les traces petit à petit, on va dire en menaçant les gens ou en menant sa propre enquête, parce que c'est un pied nickelé d'art là, donc voilà. Et il va décider de faire payer les gens qui ont tué son frère. Voilà. Et tout le monde se connaît là, tout le monde est lié par soit le sang, soit par la haine. Et dès le début, l'ambiance est poisseuse. Et ça va coller à la peau du lecteur tout le long du roman. Il a une écriture hyper imagée. L'ambiance est très tendue. Il nous fait palper les odeurs, la vie de cette population, de ce bled paumé où tout le monde lutte comme il peut pour essayer de mettre la tête hors de l'eau. Et que certains se contentent de peu, d'autres qui sont soumis à la fatalité, d'autres qui essayent de sortir de là.
C'est noir, très noir, sanglant. Et quand je vous dis sanglant, c'est particulièrement violent. Il y a une scène. Ah mais moi, c'est limite... c'est un truc à vomir, hein, la scène. Hein, c'est terrible. Mais c'est vraiment très très violent. Mais c'est contrebalancé. Et c'est ça le truc incroyable, c'est que c'est un écrivain de nature writing, David Joy. Et c'est description, c'est la beauté des lieux, la beauté de la nature, cette putain d'écriture incroyable qui arrive dans la même phrase ou dans le même paragraphe à vous mêler une violence absolument affreuse avec la splendeur de la nature autour. Mais vraiment. Et alors, ce lien entre nous, mais cette amitié au-delà de la toute logique, hein, parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver avec l'autre fou furieux en face. Mais c'est une bonne, c'est un bonheur de lecture. Par contre, attention, c'est violent, c'est très très noir, c'est violent. Quand je vous dis, c'est âpre. Hein. À un moment donné, même vous sentez même l'odeur d'un truc et vous vous dites, waouh. Moi, j'avais des hauts de le cœur, alors que vous sentez rien. C'est pas un odorama, hein, mais oh mon Dieu. Voilà. Donc ce lien entre vous, ce lien entre nous de David Joy, c'est vraiment, si vous devez lire David Joy, lisez celui-là. Après, les autres sont bons, très bons. Mais ils n'ont pas la puissance de celui-là. Mais bon, après, c'est un très très bon écrivain. Il n'y a pas à tortiller. Vraiment, moi, dès que j'ai un David Joy qui sort, je saute dessus. Hein, voilà. Autre livre qui est arrivé tout de suite dans ma petite tête, que j'avais beaucoup aimé, qui n'est pas un livre, en fait, qui n'est pas un roman, c'est un récit. Ça s'appelle La rafle des notables de Anne Sinclair, qui, en fait, après avoir... consacrer un livre à son grand-père maternel, elle consacre cette fois-ci un travail de mémoire sur son grand-père paternel qui a fait partie de ces 743 juifs français, je dis bien français, qui ont été arrêtés en décembre 1941, qui vont être emprisonnés à Drancy, puis à Compiègne, et à Royal-Lieu, etc., sous administration allemande, puisqu'ils vont être envoyés avec d'autres juifs, mais cette fois-ci étrangers, transférés à Compiègne, etc. Et elle va retracer la trace, bien sûr, de son grand-père, qui était... Il y a des très jolies photos familiales, de son grand-père, qui était un homme droit, honnête, calme, tranquille, quoi, un mec sans histoire. Un Français sans histoire et qui en fait a eu qui était un notable, hein, mais qui a eu le mauvais, enfin, qui a eu le malheur d'être juif, mais français. Voilà. Et c'est quand même une grosse tâche, hein, encore dans l'histoire, de se dire que... alors ça ne justifie pas les arrestations des juifs étrangers, on est bien d'accord sur la question, commencez pas. Mais... moi, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, il y a bien une chose que je ne peux pas excuser, que j'excuserai jamais, c'est les gens qui ont trahi leurs propres compatriotes. En temps de guerre, si par exemple, en temps de guerre, vous pouvez, non, c'est pas compréhensible, enfin c'est compréhensible, c'est pas acceptable, mais c'est compréhensible. En temps de guerre, vous pouvez faire des choses, enfin, il y a des gens qui ont fait des choses abominables pour défendre leur pays. Voilà. La résistance française a tué des gens. Français, allemands, étrangers, machin, pour lutter contre l'oppresseur, contre l'envahisseur, contre l'allemand, contre l'occupant. Mais vous défendez votre propre pays. Alors c'est pas excusable, on est bien d'accord sur la question, mais c'est compréhensible. C'est pareil pour l'ennemi en face, hein, c'est exactement la même chose. Du moment où vous, en tant que, par exemple, Français, vous trahissez, vous dénoncez, vous en prenez à un compatriote, c'est-à-dire un autre Français, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa tronche, quel que soit son pédigré, quel que soit son niveau d'études, son niveau de machin, son balœuf, il a la même nationalité que vous sur ses papiers, pour moi, ça, c'est pas excusable. Voilà. Et ça, c'est un truc de petite, quand on a commencé à m'expliquer la Seconde Guerre mondiale, quand on m'a expliqué ça, je comprenais pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je disais à mes oncles et tantes, surtout à mes oncles et mes grands-pères, je leur disais, mais c'est des Français. Ils me disaient, oui, chérie, mais
mais ils ont été dénoncés parce qu'ils étaient juifs, communistes, homosexuels, ce que tu veux. Et je lui disais, mais non, ils sont français. Et en fait, je comprenais pas le principe. Et alors maintenant, je le comprends en vieillissant, je pas conne non plus. Mais je ne l'accepte pas non plus. C'est-à-dire que en temps de guerre, vous pouvez vous battre pour votre pays, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous trahissez pas votre propre compatriote. C'est tout. C'est un truc logique. Parce que si vous trahissez, vous arrêtez ou vous dénoncez votre propre compatriote, bah vous n'allez pas mieux que ceux d'en face. Hein. En gros, hein. Voilà. Donc et je trouve que le travail qu'elle a fait, Anne Sinclair, sur son grand-père paternel, pour réhabiliter ces hommes, pour réhabiliter ceux qui ont été déportés, qui sont morts, etc. Sa grand-mère s'est battue comme une chienne, comme une folle. Mais vraiment, elle s'est débattue comme un chien enragé pour sortir son homme de là. Vraiment, c'est un truc... elle a fait un travail formidable. Vraiment, un travail... Alors, elle le dit, hein, et elle a raison, mais elle le dit, et elle est honnête de le dire. Elle a dit, si je ne m'étais pas appelée Anne Sinclair, il y a des portes qui m'auraient été fermées. Pour le commun des mortels, comme vous et moi, on n'aurait pas eu accès aux affaires qu'elle a eues, aux archives qu'elle a eues, à la facilité d'avoir accès à ces archives. Mais justement, c'est qu'elle fait ce travail-là avec l'opportunité qu'elle a. Et j'ai trouvé que c'était très émouvant, parce que c'est la petite fille. C'est la petite Anne qui s'occupe du passé de son grand-père. C'est pas la journaliste, c'est pas la femme publique, c'est juste Anne qui veut réhabiliter son grand-père, qui veut expliquer pourquoi son grand-père a été arrêté à ce moment-là, en décembre 41, pourquoi on appelle ça la rafle des notables, etc. Et je trouve que c'est un très très beau témoignage. Voilà. Vraiment. Donc si cette période vous intéresse, allez-y. Autre livre que j'ai... dévoré, et j'ai dévoré les 3 à la suite. Alors j'ai lu d'abord celui-là, et après j'ai lu les 2 premiers. Voilà, parce que c'est une trilogie. Celui que je recommande, c'est la lumière de Tel Aviv d'Alexandra Schwarzbrod, qui est, je crois, directrice adjointe de Libération actuellement. Alors on est dans un futur proche, et j'espère pas proche, mais un futur possible. Puisqu'on est en fait en Israël avec un pays qui a été pris, enfin, dont le pouvoir à Jérusalem a été pris par les ultra-religieux, et donc ils ont fait une scission de l'État d'Israël, c'est-à-dire que eux ils ont récupéré Jérusalem une partie pour former le Grand Israël. Et les résistants à ces ultra-religieux, que ce soit des juifs laïcs ou des arabes, ou des arabes israéliens, ça existe, hein, se sont eux rapatriés à Tel Aviv pour vivre en fait selon les préceptes des premiers kibboutz en fait. Et ils décident de résister. Et en fait, en signe de division, il y a un mur qui va faire son apparition entre Jérusalem et Tel Aviv. Et on va suivre plusieurs personnages, 8 personnages, qui, pour des raisons X ou Y, veulent passer d'un côté ou de l'autre. Et on les suit entre amour, haine, pouvoir, espoir, futur proche, anticipation. Alors, est-ce que c'est une anticipation ou pas? On n'espère pas, on est bien d'accord sur la question. Voilà. Et il y a la fuite d'un sens et de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui décident de partir d'un côté, qui veulent aller du côté du plus vil, qui est le Grand Israël pour eux, mais qui, en gros, savent qu'ils vont perdre des choses derrière, d'autres qui veulent passer absolument du côté des résistants de Tel Aviv, mais qui savent qu'ils vont plus revoir personne derrière aussi, et ça donne des moments très attachants, jusqu'aux plus lâches, en fait, parce qu'il y a des lâches au milieu. C'est touchant, c'est vivant, c'est sensuel. Vraiment, il y a des passages qui sont assez sensuels, c'est envoûtant, et c'est en odorama quelquefois, l'odeur. Voilà. Et d'un autre côté, c'est très très effrayant, parce qu'il y a un côté très réel dans les lumières de Tel Aviv, et qu'on se dit que... Alors ça peut se passer là comme dans un autre pays, on est bien d'accord sur la question, mais vraiment, voilà, c'est ça. Alors moi, je ne connaissais pas que c'était effectivement une trilogie. C'est en le lisant, parce que je l'avais reçu,
Je sais pas si je l'avais reçu. Non, je crois que peut-être que je l'avais reçu en service de presse, parce qu'il était aux éditions Rivage, donc je pense que je l'avais reçu. Et après, en discutant, en fait, en discutant en off avec l'auteur, en lui disant que j'avais vraiment adoré, et elle m'avait dit, est-ce que vous avez lu les autres? Et je lui dis, mais elle m'a dit, ben, en fait, il y a Adieu Jérusalem et le songe d'Ariel, qui est plus ou moins les prémices de celui-là. Et donc forcément, je me suis jetée sur les deux autres, et que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai trouvé vraiment excellent. Adieu Jérusalem est vraiment formidable. Le songe d'Ariel est très particulier, c'est un rêve fait par quelqu'un, qui s'explique, hein, évidemment, qui a une espèce de fil rouge entre les deux. Mais vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, mais celui-là m'avait marqué en 2020, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller le lire, si, bien sûr, ce genre de choses peut vous intéresser. Autre livre que j'ai lu, et alors là, je suis tombée amoureuse. Bah, j'étais déjà pas trop mal amoureuse de son frère. Je le trouvais choupiné lui aussi. Alors là, j'ai fini par tomber amoureuse des deux. Ah, ben là, débile. L'autre Rimbaud, de David Le Bailly. Alors oui, vous allez me dire, Arthur. Alors, Arthur Rimbaud. Le seul truc, c'est que quand vous vous intéressez à Arthur, je parle de l'homme, hein, pas que du poète ou du voyageur, enfin de l'autre personne qu'il a été dans ses pérégrinations de négociant, etc., d'aventurier, on va dire. C'est que c'était pas un mec si aimable que ça, ni si idéal que sa mère et sa sœur Isabelle ont bien voulu lui faire croire. Et en fait, elles ont toujours pressenti le don qu'il avait, parce que effectivement il était au-dessus du lot et avant-gardiste pour beaucoup de choses en poésie ou autre, et elles n'ont jamais condamné plus ou moins sa façon de vivre, ni sa fuite dans les pays lointains, ni sa sexualité, ni rien. Elles ont tout fait pour l'auréoler de toutes les gloires possibles. Mais ce qu'on peut-être les gens savent moins, c'est que elle et tout le monde a raillé l'autre Rimbaud, c'est-à-dire Frédéric. En fait, les deux sont en gros au début fusionnels. Ils ont très peu d'écart. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, presque. D'ailleurs, Frédéric était très beau garçon. D'ailleurs, il y a une photo, je ne sais pas si c'est celle qui illustre, je crois que c'est celle qui illustre le livre, mais qui est tronquée, qui est tronquée de la tête d'Arthur, mais dedans, je crois qu'elle y est. Sinon, en tous les cas, vous pouvez la trouver facilement. C'est la photo de leur communion. Et en fait, tous les deux, Arthur est assis et Frédéric est debout, à côté. Et en fait, des deux, alors, tout le monde a le portrait de Arthur, jeune, beau, machin, qui a orné, je pense, tous les livres de poésie de Arthur depuis la nuit des temps. Moi, j'avais été fascinée par cette photo-là. Et je trouvais que son frère était largement plus beau et mystérieux que lui. Mais le garçon n'avait pas le talent de la bestiole. Et ils étaient très fusionnels au début, et puis petit à petit, en fait, il a été mis au banc, réduit en un être, on va dire, vil, mauvais, alcoolo, enfin bref, ils l'ont renié, oublié, effacé de l'histoire, en fait. Et en fait, c'est un roman qui mêle enquête et romanesque, puisqu'en fait, à la fois, il enquête sur Frédéric Rimbaud, dont on sait très peu de choses, et de l'autre côté, il dresse un roman. Voilà, il imagine, à partir des peu de choses qu'il a, une partie de l'enquête. Et en fait, j'ai trouvé que ce côté entre enquête et roman était une fort belle manière de remettre en lumière les côtés un peu sombres d'Arthur Rimbaud, et de savoir aussi
quel effet ça fait de vivre dans l'ombre d'un être qui est exceptionnel et qui est fait pour marquer l'histoire et le monde. Parce que c'est ce que Arthur Rimbaud a été. C'est-à-dire, il a vraiment marqué le monde. Il a marqué l'histoire de la littérature française, mais l'histoire de la poésie mondiale, puisque je pense que dans tous les pays, tout le monde connaît Arthur Rimbaud. Et lui, alors c'est sa sœur et sa mère, qui était une femme très dure, leur mère. Mais d'ailleurs, Arthur avait des très mauvaises relations avec elle, à la fois haine et amour. Enfin, c'est très très compliqué. Mais c'est très étrange. Voilà, ces deux femmes ont elles, réussi à accepter de vivre dans l'ombre et de s'écraser pour que la gloire à Arthur soit faite. Et ce jeune homme qui n'avait pas forcément les mêmes qualités, on va dire, littéraires, mais qui avait sûrement plein de qualités, il s'est mal marié contre l'avis de sa mère, donc elle l'a banni, enfin bon bref. Ça a été, entre guillemets, le souffre-douleur, alors qu'à la base, Arthur et Frédéric étaient presque une seule et même personne, qu'il a soutenu son frère au début. Voilà, donc il a même pris des punitions pour lui. Donc c'était vraiment deux êtres très proches, qui ont fini par être... voilà, même Arthur a renié son frère et à faire en sorte de le banaliser et de l'effacer de l'arbre généalogique familial. Voilà, donc vraiment, j'étais sortie de ce livre-là, vraiment peinée, en fait. Peinée pour le destin de Frédéric Rimbaud. Voilà. Et l'autre Rimbaud, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, l'autre. Mais très beau livre. Très beau livre. Autre livre, et alors attention, l'hystérie collective arrive. La mort muette de Volker Kutscher. Ah oui, alors ça va. Je sais. La débilus va vous remettre une couche en Volker Kutscher. Alors, la morte muette, c'est bien sûr dans la lignée bien sûr des aventures, enfin des enquêtes de Gerhard Hart, donc ce fameux policier de la police criminelle de la Kripo allemande, qu'on aperçoit donc le poisson mouillé, c'est vraiment dans les dernières années des années 20, et on va le suivre tout au long. Alors il y a 10 tomes, nous on en a que 5, enfin moi j'en ai lu 5, et on en a que 3 en France. Moi j'en ai lu 5 parce que j'en ai lu 2 en anglais. Les anglais en ont 8, mais il y a les 2 derniers qui n'ont pas été encore traduits. Ah non, mais c'est compliqué. Mais il faut lire Volker Kutscher. Donc en fait on est avec Gerhard Hart qui va enquêter sur les meurtres d'actrices plus ou moins connues du cinéma muet allemand, dans bien sûr l'atmosphère de Berlin de la fin des années 20, qui est coincée entre la crise économique, la crise politique, les créativités artistiques très libres. Et je rappelle que Berlin était aussi dynamique et folle que Paris à l'époque. C'était carrément pratiquement la capitale de la culture. Bien sûr que Gerhard Hart, qu'on avait un peu compris dans le tome 1, enfin qu'on avait compris dans le poisson mouillé, est absolument addictif. Le type même qui vous fait tomber rat de dingue. Alors c'est entre enquêtes, bien sûr, sur ce milieu-là. Alors c'est un très bon roman parce que ça enquête très très bien aussi sur le pari du cinéma allemand, de cette extrême créativité du cinéma allemand de l'époque, alors muet soit, mais petit à petit moins, qui va vraiment créer un appel, on va dire, majeur quand les nazis vont arriver au pouvoir, avec le ministère de la propagande, qui va véritablement mettre la main sur le cinéma allemand et sur certaines actrices, et qui vont évidemment tomber sur l'autre gros maboule du système, qui est Joseph Goebbels, qui était le ministère, en gros, entre autres, le ministre de la propagande, et qui est d'ailleurs un très bon livre, si vous voulez lire sur cette période-là, qui s'appelle « Les actrices du Troisième Reich », de Isabelle Mitty, qui rassemble le destin de certaines actrices qui ont été soit portées au nu et puis ensuite broyées par le système, soit qui ont joué avec le système, soit qui ont morflé à cause du système nazi. Et là, l'enquête, bien sûr,
fait la part belle à l'enquête, hein. Je rappelle, c'est un policier de la brigade criminelle, mais on sent aussi la montée des extrémismes, puisque à un moment donné, on parle de la mort de Wenzel, donc beaucoup des SA dans sa globalité, parce qu'à l'époque, c'était vraiment les SA qui étaient le plus important groupe du parti nazi, enfin du futur parti nazi. Et bien sûr toutes les amitiés nébuleuses autour de Gerhard Hart, alors sincère ou pas, le fait qu'il se rebelle à peu près à tout et qu'il n'hésite pas à donner coup de poing, tout est hyper bien écrit, tout est limpide à lire, tout est passionnant à découvrir. Le contexte historique est bien foutu, c'est un Allemand qui écrit, donc il sait, il détaille, il explique, mais il ne biaise pas, il met pas la poussière sous le tapis, etc. Et le personnage de Gerhard Hart est quand même un des meilleurs personnages de policier, parce qu'il traîne son passé de soldat à la Première Guerre mondiale, il traîne pas mal de casseroles, le gars. Et il a ces relations qui sont jamais très très bien claires, même avec Charlotte, c'est toujours un peu compliqué dans un truc. C'est un très très beau couple en plus. Alors contrairement à Babylone Berlin qui est tiré de Volker Kocher, qui eux dans la série attendent 4e saison pour mettre Gerhard Hart et Charlotte ensemble. Dès le début on sait que Charlotte et Gerhard sont ensemble, mais ils ont une relation assez compliquée, complexe, voilà, même s'ils s'aiment beaucoup, mais c'est complexe entre eux, voilà. Mais vraiment la mort muette, le milieu du cinéma allemand muet, mais c'est un pur bonheur, quoi, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se passent et on sent venir la catastrophe arriver et on sent venir après, voilà. Lisez Volker Kocher, voilà. Je peux pas faire mieux. Ça a été réédité en livre de poche avec cette couverture dorée et noire, que je comprends pas pourquoi on reprend pas des couvertures. Alors je sais qu'on peut pas forcément reprendre toujours les couvertures des autres parce que ça ne se fait pas, mais ça donne pas du tout. Alors c'est joli hein, esthétiquement, il n'y a pas de problème, ça fait beau dans une bibliothèque, mais je trouve que c'est dommage parce que ça ne reflète pas les romans et le personnage de Gerhard Hart et le contexte historique. C'est très dommage. Voilà. Contrairement à, par exemple, les aventures du commissaire Oppenheimer, de Harald Gilbert, c'est chez 10-18, dont les couvertures illustrent plus ou moins ce qui se passe, ou le contexte du moment. Là, c'est dommage. Voilà. Mais sinon, bon, c'est pas très cher en livre de poche, donc allez-y. Mais donc, La mort muette de Volker Kocher. Autre livre, et alors là, comment je vais faire pour expliquer ça, c'était dans le cadre du challenge de mois de novembre de Black November. Il fallait lire un livre avec sur la couverture, je crois, de la neige ou l'hiver ou je sais pas quoi. Et c'est un moment que j'avais entendu parler de ce livre-là, qui s'appelle donc Hiver rouge de Dan Smith. Et tout le monde avait l'air d'être, on va dire, unanime sur ce livre-là. Donc, évidemment, chouchou, enfin moi, on me parle de Russie, on me parle de guerre, on me parle de trucs un peu étranges avec des choses un peu mystiquement russes. Je me suis dit, ah, vas-y. Alors, on est avec Nikolai, qui est un commandant pour l'armée rouge, qui a décidé de déserter avec son frère Alec, et parce qu'ils en ont trop vu, ils ne savent plus pourquoi ils se battent, en fait, en gros. La guerre civile fait des ravages, c'est le moment entre les blancs et les rouges, et toutes les exactions s'accumulent, et Sam Raimi lui manque, il veut revenir voir les siens, et quand il arrive, en fait, son frère meurt en chemin, donc il traîne la dépouille de son frère. Et ils décident de revenir dans leur village, Belev, qui est vidé de ses habitants. Il veut retrouver sa femme et ses fils. Et donc, il traîne sur un traîneau son frère, la dépouille de son frère, jusqu'à cela. Et quand il arrive, sa femme et ses fils ont disparu. Et il va rencontrer une survivante qui va lui dévoiler en fait l'horreur de la découverte, pourquoi il y a eu ça. Et il va décider de se lancer
avec l'espoir du désespoir, on va dire. À la suite de ce fameux homme, de ce Kochei, qui est un mythe aussi, qui est à la fois un mythe et à la fois un homme peut-être, qui sème la mort, la torture et les atrocités sur son chemin. Et Kolia, donc Nikolai, Kolia, puisque c'est le diminutif de Nikolai, Kolia va partir à sa poursuite et il va utiliser son propre passé guerrier, ses doutes, sa rage, mais aussi son amour pour sa femme et ses fils pour les retrouver, y compris les démons de tout ce qu'il peut avoir vu dans sa vie et à la guerre. Et il va traquer ces gens, il va les traquer. Moi j'ai adoré ce roman, mais vraiment. Des descriptions de paysages glacés, brumeux, les bruits. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'odeurs que vous sentez, que vous ressentez. Le vent dans les feuilles des arbres, la neige qui craque, un feu, une odeur de brûlé, même de corps brûlés. Tout ça, c'est impressionnant. Et les rapports humains et ce côté folklore russe, de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, dans quelle situation on se met. J'ai vraiment, Hiver Rouge, je suis sortie de là à plat. Voilà, complètement à plat, en mode est-ce que je vais arriver à survivre jusque-là. Voilà, mais vraiment très beau roman que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu. Il y a une suite que j'ai lue aussi, mais voilà, mais en 2020, j'ai lu celui-là. Et en 2020, j'ai écouté un de mes potes, donc allemand, mon ami Franz, qui n'arrêtait pas de me dire il faut lire ça, il faut lire ça, il faut lire ça, tu aimes la Russie, tu aimes le tsar, tu aimes la URSS, allez va lire ça. Donc il m'a dit il faut lire L'œil du tsar rouge de Sam Itzland. Donc je lui ai dit ok, ça parle de quoi? Il me dit tais-toi, va le lire. Bon, alors en fait c'est une idée assez originale qui mêle à la fois fiction et histoire, où il y a des très belles recherches d'histoire. C'est-à-dire qu'en fait on est avec Pekala qui est, quand on le rencontre, en fait, qui est l'ancien inspecteur principal du tsar, Nicolas II, qui porte on l'appelle l'émeraude rouge parce qu'il porte une émeraude du tsar, donc rouge, et en fait c'est l'enquêteur principal. Simplement quand on le rencontre, c'est un mec qui est enfermé au fin fond de la Sibérie dans un goulag suite au régime mis en place par Staline. Et en fait, on le retrouve entre alternance du passé et du présent pour expliquer comment il s'est retrouvé là, qui il était avant. Et donc, il est rappelé au pouvoir, enfin, il est rappelé par le pouvoir central pour enquêter sur des choses, sur des meurtres, sur des comme ça. Et petit à petit, au fil, il y en a 6 de romans, dont un qui est très difficile à trouver. J'ai eu un cul bordé de nouilles, mais vraiment, pour le trouver. Mais vraiment, qui est vraiment... alors, s'il n'est pas introuvable, il est hors de prix, ce qui est quand même dégueulasse. C'était chez Anne Carrière, et d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont plus d'exemplaires du tout. Ça s'est vendu comme des petits pains, visiblement. Alors, il y avait un tirage pas très gros, et donc ça s'est tout vendu. J'ai adoré l'alternance entre le passé et le présent. Donc avec la Russie impériale et avec l'URSS. J'ai adoré comment c'était écrit parce que c'est très réaliste. Alors bien sûr il y a des libertés historiques, on est bien d'accord sur la question, mais c'est expliqué par l'auteur en fin d'ouvrage pour expliquer où il a dévié l'histoire, où il a rajouté quelque chose. Et Pekala est un personnage, alors son adjoint qu'on va lui choper là, pauvre garçon, on va lui adjoindre un qui est censé le surveiller, parce que bon évidemment hein, c'était quand même l'enquêteur principal du tsar, donc inutile de vous dire quand même un minimum que en fait Staline ne lui fait pas une confiance aveugle, et en fait il va lui adjoindre un jeune homme qui s'appelle Kirov, qui va venir le chercher, en fait le réactiver
comme policier, comme inspecteur. Et en fait, au début, leur relation est un peu bizarre parce qu'on ne sait pas, l'œil d'émeraude, c'était le plus grand policier du tsar Nicolas II, tout le monde sait qui c'était. Et Kirov, bon, voilà, il est là quand même pour le surveiller au début, mais leur relation s'avance de livre en livre. Et en fait, Sam Island, il fait renaître un pan d'histoire à chaque livre, de l'évolution de la fin de l'empire tsariste jusqu'aux purges staliniennes. Et vraiment, son héros est à la fois brillant, il est torturé parce qu'on imagine bien qu'il a beaucoup perdu, beaucoup, mais il est terriblement attachant. C'est très bien écrit, c'est bien foutu. Ça commence d'ailleurs, je crois que l'œil rouge c'est en 1929. Quand on vient le récupérer du goulag, parce que le camarade Staline veut absolument récupérer cette merveille. Voilà, mais merveille qui était quand même voilà, l'œil d'émeraude du tsar, donc le grand inspecteur, le plus grand flic de l'Empire impérial. Et inutile de vous dire que voilà, enfin, ça vous fait pas un gros CV, hein. Enfin, ça fait un CV impressionnant, mais bon, ça vous fait pas non plus être en odeur de sainteté. Voilà, mais la série est absolument formidable. Pekkala est quand même un des meilleurs personnages de romans, on va dire, historiques, policiers que j'ai vu depuis très longtemps. Autre livre que j'ai lu, c'est l'avant-dernier, c'est Tout ira bien de Damien Barr. Alors, c'est un livre qui est bouleversant, parce qu'en fait, on va suivre deux personnes. L'une pendant la deuxième guerre des Boers, donc en Afrique du Sud, et la deuxième en 2010. Et ces deux êtres qui sont en gros balancés, chahutés, piétinés par l'horreur humaine en fait. Il y en a un qui va sombrement influencer la vie de l'autre, dans un pays qui est l'Afrique du Sud, qui est toujours pas remis de ses blessures ni des glaires des bords. On comprend quelquefois non, on comprend aussi la haine qui est sous-jacente entre les descendants ce qu'on appelle maintenant des Afrikaners, mais des Boers, et la population d'Afrique du Sud noire. Donc il y a voilà, c'est un premier roman qui fait froid dans le dos quand même, parce que ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier le passé, il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, parce que même si à un moment donné la fin justifie le moyen, ça ne justifie pas la mort, la famine, d'affamer des gens juste pour une cause. Mais c'est à la fois fort, touchant, très simple comme histoire. Mais j'avais trouvé ce livre particulièrement émouvant, mais surtout un peu terrifiant, dans le sens où c'est des choses qui peuvent très bien arriver. Voilà. Et je l'avais trouvé fort, dans le sens où il ne faut jamais oublier, et c'était vraiment le propos du livre. Donc voilà, ça s'appelle Tout ira bien de Damien Barr. Je ne l'ai pas vu passer aussi des masses souvent, mais franchement, il est bouleversant comme livre, et j'avais trouvé qu'il était... comment dire, j'avais été... déjà, premièrement, moi j'avais l'édition avec ce fil de fer barbelé en couverture qui pose bien l'histoire. Et en fait, le personnage, que ça soit Sarah et son fils, vraiment, ou Willem, qui en 2010 est un jeune homme voilà, qui n'aime que les livres et son chien en gros, et qu'on lui fiche la paix, et que son beau-père envoie dans ce camp en gros pour en faire des hommes virils, si vous voulez. Il y a l'enfermement de Sarah et de son fils de force dans un camp de détention, parce que elle fait partie des premiers colons, et
l'enfermement de Willem dans ce camp pour en faire un homme, entre guillemets, ça se répond et on comprend à un moment donné comment ça peut se répondre et quelle est la relation entre ces deux drames. Et vraiment, c'est entre colère et espoir, entre sombre et lumineux, entre envie de pleurer et envie d'avoir le poing levé. Franchement, tout ira bien. C'est un très 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 beau livre. Et le dernier, c'est pas un livre qui... comment vous expliquer? C'est pas un roman, c'est un essai. Ça s'appelle vous allez comprendre pourquoi. Station Métropolis, direction Coruscant. Oui, oh bah ça va, il y en a qui ont les références. Hein. Allons de Alain Musset. Alors, il y a une très courte introduction dans ce livre qui m'a beaucoup plu, qui était sur la peur de l'urbanisation dans les œuvres de science-fiction. Et en fait, Station Métropolis, donc direction Coruscant, la référence à Star Wars, ça aborde dans la première partie la découverte des villes, la morphologie des villes, des mégapoles, des villes, etc. Et d'ailleurs, il y a une cartographie qui évoque toutes les références cinématographiques et littéraires sur ça. Et dans la seconde partie, on parle des populations qui vivent dans les mégapoles, donc de l'argent, du pouvoir, de la verticalité d'une cité, pour qu'ensuite Alain Musset, dans une espèce de conclusion, explique ceux qui vivent, en gros, j'avais gardé l'expression dans la merde et de la merde, c'est-à-dire les laissés pour compte, ceux qui sont en gros qui sont les laissés pour compte sur le bord du chemin. Et la question vraiment de fil rouge, c'est qui influence qui. Voilà. C'est un essai hyper documenté, avec une énorme bibliographie et filmographie, et je vous mets au défi de tous les voir. Moi, j'avais pointé ce que j'avais vu, etc. J'avais trouvé ça, mais c'est excellent. Ça s'appelle Station Métropolis, direction Coruscant. C'est un essai sur la ville, sur les relations des gens, sur comment on peut comprendre une ville sur sa morphologie, sur ses quartiers, sur ses gens, sur les strates, sur la verticalité, sur comment vit une population dans une mégapole, comment ça s'est développé, et à travers le cinéma et les œuvres littéraires et les séries, comment on a créé, imaginé des villes, comment les premiers auteurs de science-fiction ont imaginé des mégapoles, des choses qui se sont mis en place après, et comment ça peut influencer une vie, comment ça peut influencer un peuple, comment ça peut influencer une histoire, comment ça peut influencer une civilisation. Alors moi j'ai trouvé cet essai absolument passionnant. Vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que il m'est venu tout de suite à l'esprit. Je me suis dit, tu as dit roman, puis là je me suis dit, ah non, merde, il faut pas qu'elle passe à côté de ça. Station Métropolis, direction Coruscant, d'Alain Musset. Franchement, vous pouvez y aller si vous aimez ce genre de choses, sur l'urbanisation, sur la science-fiction, c'est fabuleux. Voilà, donc ça c'était tous les livres que je vous recommande pour 2020. Donc c'est le dernier épisode avant l'été. Je pense que fin septembre, je vous ferai peut-être 2021. J'ai dit que j'arrêtais à 2022 parce que 23 et 24, vous pouvez les trouver facilement. Mais voilà, c'est les livres que je vous recommande pour 2020. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez lu, s'il y en a certains que vous avez aimé ou pas aimé, en me disant, ah ben non, celui-là tu l'as adoré, moi c'est une merde. Ce que vous avez rajouté à vos wishlists, je suis désolée, ou pas. Mais bon, voilà, je suis quand même un peu désolée. C'est pas le but, hein, mais bon, le titre est rigolo. Enfin, le titre est rigolo, le titre dit
à vos wishlists, mes recommandations, c'est pas pour vous inciter à acheter, c'est juste pour vous dire, tiens, peut-être que celui-là, j'ai envie de le lire maintenant. Voilà. Et n'hésitez pas à me faire vos recommandations pour l'année 2020, je parle. Hein, voilà. Dire, tiens, j'ai lu celui-là. Pas forcément un livre qui est sorti en 2020, mais un livre que vous avez lu peut-être en 2020 et vous dites, ah, celui-là, il faut que tu le lises et tout. Est-ce que tu l'as lu? Parce que j'en ai lu d'autres. Hein. On est bien d'accord sur la question. Mais c'est ce que je retiens absolument de 2020. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, bonne fin de ce que vous faites, bon été pour ceux qui prennent des vacances, et puis les autres, ben, on va travailler, hein. On va attendre les vacances à la rentrée, hein. On va faire comme les autres. Voilà, et d'ici là, portez-vous bien, bisous bisous, merci pour les commentaires et les likes, et puis on se donne rendez-vous, prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle, mais vous verrez bien, voilà. Oh bah vous savez, moi ça va comme ça, hein. C'est comme ça.